20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Les titres dans un instant. Grève des transports annoncée ce 17 août. Divergence au sein de la corporation. Le mouvement d'humeur risque de ne pas être suivi par certains syndicats. Ces derniers ne se sentent pas concernés par l'immobilisation de certains véhicules par la douane sénégalaise. Troisième plan d'action enclenché par le syndicat des travailleurs de la justice. Ils réclament plus de considération à leur égard. Le site Juste s'indigne par ailleurs que des greffiers ad hoc assurent leur intérim pendant ces moments de contestation. Avec des chapiteaux en lieu et place de leur cantine, les commerçants au marché HLM 5 voient rouge. Ils accusent la municipalité d'être de connivence avec un promoteur privé et menacent de ne plus payer les taxes journalières. Dans ce journal, les réponses du maire des HLM, Babacar Sadirsek. Et puis au marché Castor, en revanche, pas de souci majeur entre autorités et commerçants. Par contre, les riverains n'en peuvent plus du tapage d'urnes et se disent envahis par les marchands. Rio 2016 avec l'élimination d'Hortense Didiou et la défaite cumulée de l'équipe féminine de basket, la chance n'a pas encore souri aux athlètes sénégalais. Le sport sénégalais a toujours du mal à rayonner lors des grands rendez-vous mondiaux. Quelles en sont les raisons? Éléments de réponse, ce sera tout à l'heure dans le dossier du jour. Et puis l'invité du 20 h est Mamadou Moustapha Ba, directeur général des finances. Il est interrogé par Papis Diaw. Une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Sa dernière rencontre avec la tutelle n'ayant pas eu les effets escomptés, le site Juste déroule son troisième plan d'action. En conférence de presse, ces travailleurs de la justice ont dénoncé le fait que des greffiers ad hoc aient assuré leur intérim pendant leurs 3 jours de grève. Ils qualifient cette situation de mascarade. Le point avec Fatou Kinedem et Mohamed Dian. 2 ans de combat, des propositions de réforme jamais appliquées. Le syndicat des travailleurs de la justice au bout des nerfs. Leurs revendications sont restées vaines malgré leur dernière rencontre avec la tutelle. Nous avons engagé des négociations avec le gouvernement du Sénégal et nous avons manifesté notre bonne volonté. Mais ce n'est pas une raison pour que les gens pensent que nous sommes prêts à faire dans le dilatoire. Nous ne l'accepterons pas. Des conditions de travail difficiles, ces travailleurs dénoncent. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Dans les palais de justice de l'intérieur du Sénégal, il y a des palais qui menacent ruine. Il y a des décisions de justice qui ne peuvent pas être disponibles dans les délais requis par la loi parce que les gens n'ont pas de moyens. Cette situation est à gérer au plus vite afin d'éviter une insécurité judiciaire. Le site Juste parle de mascarade lors de leur dernière grève. Lorsque ces audiences sont prises avec des greffiers ad hoc qui n'ont reçu aucune formation, qui n'ont aucune expertise pour faire le travail qui est dévolu aux greffiers, eh bien, ce que ça crée, c'est une insécurité judiciaire. Parce que simplement, il y a des décisions de justice qui ne seront jamais disponibles. Des décisions seront rendues et ne seront pas disponibles pour être exécutées au profit de ceux à qui elles profitent. Le site Juste réclame la satisfaction de sa plateforme revendicative avant le 30 août. À défaut, un troisième plan d'action sera déroulé, un combat qui s'annonce rude. Pour obtenir satisfaction de leur plateforme revendicative portant sur 27 points, les transporteurs préaffectent la grève à compter de ce 17 août. Toutefois, le mouvement d'humeur risque de ne pas être suivi par le mouvement dans son ensemble et pour cause, certains points de revendication ne font pas l'unanimité. C'est le cas, par exemple, pour l'immobilisation de véhicules par la douane sénégalaise, une affaire qui ne concernerait pas tous les transporteurs selon certains syndicalistes. Pour d'autres, l'arrêt de travail annoncé doit être observé sur toute l'étendue du territoire. Un tour au garage Petersen pour recueillir leurs avis, c'est avec Maïmouna Ndiaye. Immobilisation de plusieurs dizaines de véhicules par la douane, limitation de l'âge des voitures importées parmi les 27 points de la plateforme revendicative du collectif des transporteurs routiers du Sénégal. Le président de la gare routière de Petersen rappelle. Le secteur du transport est à genoux. Depuis des années, nous revendiquons pour redresser la barre. C'est après une assemblée générale que nous avons décidé d'aller en grève. Je peux dire que seul un syndicat est contre à ce jour.
Le groupement des chauffeurs de Petersen, pour sa part, trouve la grève insensée. Observer une grève sur la base de véhicules immobilisés, ce n'est pas du tout une raison valable. Franchement, je ne sais pas encore qui a raison dans cette affaire. Est-ce le transporteur ou la douane? Qui a tort, qui a raison? Faut-il continuer les négociations? Vraiment, cette revendication ne m'intéresse pas. J'ai été convié aux négociations, mais je ne suis pas allé. Les transporteurs feraient mieux de réfléchir sur l'avancement de notre secteur. Pas plus tard qu'hier, nous avons assisté à une rencontre à notre ministère de tutelle. L'issue de ces négociations déterminera le plan d'action. Dans cet élan, la grève du 17 août sera-t-elle maintenue? Le président de la gare routière de Petersen dit attendre d'abord l'issue des négociations avec le gouvernement pour y voir plus clair. Je vous l'annonçais en titre, au marché HLM 5, l'installation de chapiteaux sème la zizanie entre commerçants et la municipalité. Ces derniers déplorent le fait que des tentes aient été placées sur les lieux qu'ils occupaient auparavant. Ils accusent le maire d'avoir ourdi un complot avec un promoteur privé pour justifier leur déguerpissement et menacent de ne plus payer les taxes journalières si la mairie ne revient pas à de meilleurs sentiments. C'est un reportage signé Fatima Ediafaraba. Le parking du marché HLM 5 pris d'assaut par des commerçants, tous très remontés contre le maire de la commune qu'ils accusent d'avoir installé des chapiteaux là où ils étaient déguerpis, des chapiteaux vendus à 250 000 voire 300 000 francs CFA. Nous avons estimé le nombre des cantines à 229. Les prix varient entre 200 000 francs, 250 000 francs et 300 000 francs. Maintenant, globalement, si vous faisiez le calcul, vous trouvez 57 millions. Pape Seck, maire de HLM, moo jël benn foire boo xam ne depuis le 5 août la ko commencé war a jeex le 20 septembre te ci biir marché HLM. Ces commerçants parlent d'un marché gré à gré entre le maire Ababacar Sadikh Seck et un promoteur privé. Ils interpellent le ministre des collectivités locales et menacent de ne plus payer de taxes journalières. Nous ne pouvons plus payer les taxes, les patentes, parce que les taxes et les patentes que nous payons, évidemment, reviennent de nos recettes. Maintenant, si les maires installent des foires, ça produit un effet néfaste sur le commerce au niveau du marché. Nous pensons que c'est un marché à gré, parce que nous n'avons aucune information concernant cette opération. Et nous savons que concernant l'acte 3, il y a une politique qui doit associer tous les acteurs concernant les opérations au niveau du marché. Ces commerçants, section UNACOA, décrit la gestion du maire. Ce dernier a fait face à la presse pour apporter des éclairages sur les accusations portées contre lui. Et puis accusé d'être de connivence avec un promoteur privé, le maire des HLM 5 réagit. C'est pour dégager en touche ces accusations. Babacar Sadikh Seck n'a pas ménagé les commerçants qui ont décidé de ne plus payer les impôts. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté. C'est un maire très en verve qui a tenu à répondre à ces commerçants du marché des HLM, accusés d'avoir fait un marché de gré à gré sur des chapiteaux installés le long de l'avenue. Il dégage en touche. C'est ça que j'ai dit. Non, non. Ce qui devait être là-bas, c'est à moi de le décider, c'est pas à eux. Je suis le maire. C'est pas eux. Eux, ils s'occupent de leur cantine. Ça, c'est la voie publique. Ça ne regarde que le maire, c'est pas eux. Ça a coûté combien de millions? 57 millions. Voilà. Moi, je n'ose pas faire un marché. Moi, j'ai une limite. Ils ont demandé à l'OFNAC de venir. Que l'OFNAC vienne. L'édile de la commune des HLM fait savoir aux commerçants qui menacent de ne pas payer les taxes qu'ils auront à faire à lui. Ils peuvent même fermer les boutiques. Parce que arrêter de payer les taxes, c'est arrêter de vendre. Vous savez, nous sommes dans un pays de droit. Ça, ce n'est pas à moi qu'ils le disent. Ils font du show. Pour le premier magistrat des HLM, ce n'est pas le marché qui nourrit la commune que les commerçants se le tiennent pour dit. Au niveau de commerçants qui sont là, qui passent tout le temps à racoler, à faire du n'importe quoi dans le marché. Ce marché ne rapporte rien à la commune.
Il parle De toutes les façons, ces chapiteaux, selon le maire, pommes de discorde entre lui et les commerçants, vont être déguerpis dans un mois. Et du marché des HLM 5, nous mettons cap sur le marché Castor. Alors sur place, il n'y a pas de tension entre marchands et autorités. Les deux entités sont parvenues à trouver un terrain d'entente pour assurer le nettoiement des lieux. En revanche, ce sont les riverains qui se plaignent. Ils déplorent les difficultés d'accéder à leur domicile tant les occupants les ont envahis. Aïssatou Paye. Ruelles, exiguës, étroites, ordures à même le sol. Autant de désagréments auxquels les commerçants sont confrontés. À quel niveau se situe la responsabilité de la mairie quant au système de nettoyage du marché Castor? Certains secteurs sont confiés à des balayeurs. Ils font tous partie d'un comité de gestion qui assure la propreté au niveau du marché, surtout à l'intérieur. En ce qui concerne l'extérieur, c'est la mairie qui doit prendre cela en charge. Mais pour le moment, la municipalité ne prend pas ça en charge. Du coup, les commerçants s'organisent pour cela. Les commerçants, ils organisés. Tous ces problèmes poussent les commerçants du marché Castor à prendre les devants. Le nettoyage se fait à coup de cotisation. Nous qui sommes ici, nous payons tous les jours la maudite somme de 50 francs pour qu'on puisse au moins nettoyer nos étals. En ce qui concerne la mairie, nous payons les taxes comme il se doit. Mais nous n'avons jamais vu un agent de la municipalité nettoyer l'extérieur. Tous les jours, le camion de ramassage des ordures passe. Les vendeurs ne sont pas les seuls à se plaindre. Les riverains, à leur tour, rencontrent beaucoup de difficultés. Le seul avantage, c'est qu'on mange des légumes et des poissons frais. Le reste, c'est très difficile. On a des difficultés à faire, par exemple, entrer une ambulance parce que les rues sont étroites. Imaginez qu'un feu se déclare. Comment le camion citerne va faire pour accéder aux maisons? La saison des pluies a déjà pointé le bout du nez. Beaucoup de tracasseries en vue. L'administrateur du marché rassure. Toutes les dispositions sont prises pour parer à toute éventualité. Et de Dakar, nous filons à Thiès pour parler de cette marche des commerçants du marché central ce matin. Vendeurs de légumes, vendeurs de poissons, tailleurs étaient dans la rue de la capitale du rail pour manifester leur colère. Ils disent ne plus en pouvoir d'être chassés par les agents de la mairie de Thiès-Nord. Interpellé, l'autorité qui a confirmé l'information dit agir pour le bien de la commune. Anta Diop, c'est la tire. Le mot d'ordre a été bien respecté par les commerçants du marché central de Thiès. Les vendeurs de légumes, de poissons et même les tailleurs ont battu le macadam pour alerter l'opinion. Nous demandons à notre maire de quitter. Nous demandons à l'État de nous amener une délégation spéciale. Parce que le maire de la commune Thiès-Nord, M. Lamine Diallo, il n'a fait que de vendre des cantines et toutes les réserves qui étaient dans ce marché. Il a commencé de le découper, de le vendre. Même le canal, actuellement, il a coupé ce canal-là pour le vendre chaque table à 250 000. Mais actuellement, il profite sur ça de vendre ça en tout global 700 places à un montant de 175 millions. Nous n'accepterons pas ça. Ils expriment leur doléance sur ces pancartes. Donner les cantines aux ayants droit, ces commerçants plaident aussi pour la suppression des foires commerciales à l'approche des fêtes de Korité et Tabaski. Tout ça tue notre marché. Nous demandons de laisser tout ça parce que nous, on n'a que le Korité et la Tabaski. Ça c'est pas normal, c'est pas bon. 20 jours de la Korité, les gens organisent une foire ici avec la complicité des mairies de Thiès. Ça c'est pas normal. Le maire de Thiès-Nord, Lamine Diallo, déclare avoir pris l'engagement de réorganiser le marché et ne compte pas reculer non iota. Ce ne sont ni les marches ni les attaques qui nous feront reculer sur ce programme que la commune Thiès-Nord a, qui consiste à organiser le marché, à valoriser tous les espaces. Le marché central, c'est un marché que les Thiessois ne maîtrisent même pas, parce qu'on croit que la commune Thiès-Nord ramasse énormément d'argent dans ce marché. Les droits de place quotidiennement pour le marché central, ça tourne autour de 125 000. Ces commerçants du marché central de Thiès sont prêts à en découdre avec le maire de Thiès-Nord. Ils décident même de ne plus payer des taxes.
L'actualité politique à présent en vue des préparatifs de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'ANED, l'association des élus locaux et départementaux, a rencontré le ministre de l'Intérieur. Objectif, lui apporter son soutien sur le plan de la sensibilisation. L'ANED déclare que l'association n'a pas de candidat. Elle compte sensibiliser ses membres pour un vote massif. Maodo Malik Mbaye conseille aux élus de ne pas boycotter cette élection. Compte rendu signé par Faraning. Vu l'importance du Haut Conseil des collectivités territoriales, l'association des élus locaux et départementaux apporte leur soutien au ministre de l'Intérieur. Elle compte s'investir sur la sensibilisation. Donc c'est dans ce cadre-là, dans cette logique-là que nous sommes venus rencontrer le ministre de l'Intérieur, organisateur des élections, pour lui dire que notre association est disposée, est prête à accompagner le processus vers cette élection en termes de sensibilisation, en termes d'information, en termes de mobilisation du corps électoral exclusivement composé d'élus locaux. Le président de l'ANED se veut clair, l'association n'a pas de candidat, elle est neutre vu la composition des membres. L'objectif ou la mission d'une association d'élus telle que la nôtre n'est pas d'avoir un candidat. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que dans la délégation, il y avait une bonne partie d'élus de l'opposition. Cela veut dire que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'élu au plan partisan, mais l'élu local, dans sa mission d'être encadré, surtout le statut de l'élu local. Néanmoins, Maodo Malik Mbaye voit en Ousmane Tanor Dieng le profil idéal vu son parcours. Ma posture ne me permet pas de me déterminer de cette sorte, mais si on parlait d'un recrutement, je pourrais dire qu'il a le profil de l'emploi, parce que c'est un grand commis de l'État qui a servi l'État partout. Maintenant, comme lui, il le dit, tout dépend du président de la République. Après la rencontre avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'association des élus locaux et départementaux déconseille aux élus de boycotter l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. À Tivaouane, l'investiture pour l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales s'est fait dans la division au niveau de l'APR. La question n'a pas été vidée, faute de consensus. Finalement, la balle a été renvoyée au chef de l'État, Macky Sall, pour un arbitrage. Reportage Charanta Diop Seylatir. L'APR du département de Tivaouane s'est retrouvée pour le choix des conseillers devant siéger au Haut Conseil des collectivités locales au nom du département. L'ambiance était parfois houleuse, mais une décision a été prise. Tous les responsables politiques, tous les maires, tous les militants de l'APR et tous les sympathisants qui se sont mobilisés pour venir quand même faire un choix qui est extrêmement difficile. Le choix des candidatures pour le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ça a été extrêmement difficile. Mais Dieu merci, nous nous sommes entendus. Nous avons décidé de donner la confiance au président de la République, qui va choisir les 3 candidats qui sont appelés à siéger à ce Haut Conseil. Et nous tous, nous nous engageons à voter pour ces gens-là. Donc nous faisons confiance au président de la République qui va faire le choix. Cependant, cette décision n'est pas agréée par toute l'assistance. Je ne suis pas du tout d'accord parce que le président ne peut pas demander au département de choisir et que le département lui renvoie la balle. Pour moi, à mon avis, le département doit décider parce que c'est ce qu'on attend de nous. Le président, il a à nommer des autres. Donc si on nous donne la latitude de choisir entre nous, qu'on le fait au niveau du département, les responsables se connaissent. On sait qui est qui. Maintenant, on n'a qu'à choisir ou bien celui qui est supposé être le responsable peut nous aider dans ce choix, mais on ne peut pas venir nous dire chaque commune va proposer, ensuite on va amener les 32 candidats au niveau du président pour qu'il décide à notre place. Pour moi, entre guillemets, bon, c'est une fuite de responsabilité. Plébiscité par ses pairs, le ministre Abdou Ndéné Sall a finalement renvoyé la balle au chef de l'État pour le choix définitif. Coup de projecteur à présent sur le Dara de Koki, une école exclusivement dédiée à l'apprentissage du Coran aux enfants. Depuis 1939, l'année de sa création, le Dara de Cheikh Ahmadou Sahir s'efforce de ne pas tomber dans la mendicité telle qu'elle est pratiquée au Sénégal, basée donc sur une quête d'argent au profit du marabout. Aujourd'hui, Koki existe depuis 75 ans et compte près de 3600 pensionnaires. Thierno Fall nous en dit plus dans ce reportage.
Malgré toutes les difficultés rencontrées pour la prise en charge de ces pensionnaires qui aujourd'hui comptent plus de 3600, la mendicité est toujours interdite au Dara de Koki, comme l'avait décidé son fondateur il y a plus de 40 ans. Le marabout fondateur interdisait formellement les talibés à aller au marché pour faire cette quête, aller à la gare pour faire cette quête. Et ça, c'est depuis plus de 40 ans. En 2016, donc, l'État décide d'interdire cette forme de mendicité, mais quoi qu'il avait interdit il y a plus de 40 ans. Ce Dara accueille des enfants qui viennent de partout pour apprendre le Coran. Ils sont logés, nourris et soignés gratuitement. Une charge très lourde qui demande la contribution de tout le monde. Rien que la facture d'électricité cette année-ci, la dernière facture d'électricité est à 2 600 000 francs. Vous voyez, c'est lourd, c'est une facture vraiment lourde et qui mérite vraiment d'être étudiée. Aujourd'hui, de grands efforts sont en train d'être faits par l'État et les bonnes volontés pour accompagner ce Dara qu'on peut citer comme référence. En matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'hygiène, donc toutes ces conditions-là sont réunies pour que l'enfant étudie sans embâche du moins, pour pouvoir assurer demain la relève. C'est ça qu'on cherche. Pour participer à la prise en charge des talibés, les anciens du Dara organisent chaque année une rencontre de solidarité qui leur permet de collecter des dons. Cette cérémonie est également une occasion pour les parents de rencontrer leurs enfants. Bienvenue dans la page des sports et tout de suite direction Rio pour y retrouver notre envoyé spécial Babacar Ndaoufeye. Bonsoir. Babacar, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors bonsoir Babacar, l'équipe nationale de basket s'apprête à faire sa 3e sortie ce soir. Elle fera face au Canada. La confiance est-elle de mise chez les Lions? Ça dépend. La confiance pour gagner, je pense pas, parce que aujourd'hui les Lions et les staff sont conscients du gap qui les sépare des grandes nations de basketball dans le monde entier. Elles ont eu la malchance de tomber, il est vrai, dans un groupe où il y a les États-Unis, l'Espagne, la Serbie qui sont parmi les meilleures nations dans le basketball féminin. Après le premier match contre les États-Unis, il y a eu beaucoup d'espoir fondé sur une éventuelle victoire ou plutôt un exploit contre la Chine. On s'est rendu compte que même la Chine, qui est supposée être la plus faible parmi les adversaires de cette équipe du Sénégal, est quand même un ton au-dessus. Donc aujourd'hui, le constat est assez froid, c'est le réalisme qui se dégage de partout. L'idée, c'est plutôt de se donner du plaisir sur le terrain et puis de préparer par ces rencontres contre les meilleures équipes la prochaine grande compétition continentale qui les attend dans quelques mois, c'est-à-dire l'Afro-Basket. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en gros, le climat qu'il y a ici, c'est peut-être il y a moins d'enthousiasme en tout cas que lors des premiers matchs. Mais elles sont là, elles sont prêtes à défendre fermement les chances de passer. Alors pour les Lions, le décor est campé. On sait qu'il y a 24 athlètes qui représentent le Sénégal à ces Jeux. Qu'en est-il de l'état d'esprit des autres athlètes? 22 athlètes en tout. Les 2 autres athlètes, c'est pour les Jeux paralympiques, donc c'est pratiquement un autre tournoi. Mais pour les 22 qui sont là, il y a déjà 2 qui sont éliminés. Il s'agit de Hortense Diédhiou. Et 3 plutôt, Hortense Diédhiou, Jean-Pierre Bourris et Bouzaïd sont éliminés. Pour le reste, on les a vus aujourd'hui au village olympique. C'est une grande concentration. Quelqu'un comme Bal Dieye, par exemple, il a la chance d'être parmi les 16 meilleurs athlètes en taekwondo dans le monde entier. C'est ce qui fait sa présence aujourd'hui. Ils sont 16 sur tout le tournoi à se battre pour les 3 médailles. Maintenant, la compétition sera serrée pour tout le monde, mais il a peut-être plus de chances de passer au moins quelques tours. Maintenant, il reste à voir comment il va aborder surtout son premier combat, parce que c'est également sa première participation aux Jeux Olympiques. Pour les autres athlètes,
Ce sont par exemple les lutteurs Adama Diatta et Isabelle Kambou. Pour eux également, la confiance est de mise, même s'ils savent que peut-être Merci beaucoup Babacar. On croise les doigts pour ces 22 athlètes et 2 autres paralympiques qui nous représentent à ces Jeux olympiques de Rio. Et justement, nous parlons de l'équipe nationale du Sénégal de basket qui fera face, vous venez de l'entendre, au Canada ce soir. Sa 3e sortie donc dans ces Jeux olympiques après 2 défaites, il faut le dire, avec plus de 100 points encaissés chaque fois. Des déroutes qui démontrent toutefois une progression de l'équipe par rapport à la dernière édition d'après les analyses des spécialistes. C'est un reportage signé Chersadi Boudjara, Adi Atala, Younous Diatta. 2 défaites en autant de sorties pour les Lions du basket au JO Rio 2016. Des résultats loin d'être surprenants pour les observateurs qui évoquent néanmoins quelques satisfactions. Par rapport à la préparation de l'équipe nationale du Sénégal, je pense que ce n'était pas évident. On a appris de cette match, il y a eu un progrès sur le plan du mondial. Parce que par rapport aux dernières JO de la participation de l'équipe du Sénégal, le Sénégal n'arrivait pas à marquer 50 points. On était à 48 points. Là, on a joué première journée contre la meilleure équipe du monde, les États-Unis, et on est arrivé à marquer 56 points. Ce qui veut dire que l'équipe a progressé sur le plan offensif. Sur le plan jeu, les autres équipes sont meilleures. C'est parce que parce que c'est par rapport au programme de préparation. Vous savez, les champions du monde, les JO, les équipes partent avec plus de 10 matchs. Par rapport à l'objectif de gagner une Coupe d'Afrique, l'équipe est sur la bonne voie. Si elle continue à améliorer les stades là, moi je crois que c'est possible de faire ça. La Banda Aya Traoré rencontre le Canada ce mercredi pour son 3e match. Pour espérer faire un bon résultat, elle est appelée à gommer ses défauts. Il va falloir resserrer la défense, être encore plus agressif sur le porteur, qu'il y ait des aides, qu'il y ait une bonne rotation défensive. C'est ça qui fait défaut pour le moment. Mais globalement, par rapport à l'objectif du coach, l'équipe est en train de se bonifier. Parce qu'ils sont allés là-bas juste pour participer et préparer une Coupe d'Afrique. Quand on voit les 2 matchs que le Sénégal a livrés, on n'a pas été bon en défense, on a perdu beaucoup de rebonds défensifs et des pertes de balles. Là, tu prends rapidement dans le haut niveau 100 points. Maintenant, il faut qu'on améliore sur ces 3 secteurs-là, essayer d'être plus présent en défense et assurer le rebond défensif, faire moins de pertes de balles. Je pense que l'équipe peut progresser. Sénégal-Canada, c'est ce soir à 20h45. Le premier défi pour les Lions, ne pas encaisser 100 points. Alors, le sport sénégalais en souffrance avec de nombreuses déceptions lors des grandes compétitions au niveau mondial. C'est le cas, vous venez de l'entendre présentement à Rio. Hortense Diédhiou éliminée dès l'entrée des compétitions. L'équipe féminine de basket battue à 2 reprises. Alors, où se situent les blocages? Est-ce une mauvaise préparation ou d'autres paramètres sont-ils à prendre en compte? Tentative de réponse dans le dossier de ce soir. Il est signé Fatou Kinedem. Réputés talentueux, les sportifs sénégalais ont du mal à s'imposer lors des grands rendez-vous sportifs. Rio 2016 en est la preuve. Mauvaise préparation, selon certains. Pour gérer l'événement, il y a des problèmes. Il y a de l'amateurisme. Et les gens ne tirent jamais les leçons. Quand tu pars aux Jeux Olympiques, mais tu trouves des athlètes 10 000 fois plus forts que toi. Si tu n'es pas bien préparé, tu vas te ridiculiser. Et c'est ce qui est en train de se produire avec le Sénégal. Il faut que les Sénégalais s'assoient autour d'une table pour trouver une philosophie, une manière de jouer. On a des joueurs avec des qualités individuelles. Des basketteuses battues à 2 reprises, l'élimination prématurée de Hortense Diédhiou des compétitions, le tout sans surprise. Même si la judo 4 a fait ses preuves en Afrique, les défis sont énormes. Dans le domaine du basket et au football, je pense à Djambar, à toutes ces autres institutions qui sont dans la formation. Je pense que si nos fédérations et nos instances dirigeantes trouvent des moyens de créer des partenariats avec ces structures, on peut contribuer à ce que nos jeunes puissent continuer à aller compétir, représenter le pays. Hortense Diédhiou, c'est la même chose. Elle a décrié la préparation et l'organisation. Pour le cas du basket, on a
3 tournois qui ont été zappés parce que tout simplement on a eu des problèmes de visa. Manque de sérieux et on ne tire pas les responsabilités. Il y a des gens qui ont fauté, il fallait les sanctionner. Si tu les responsabilités et les sanctionner, on ne le fait pas. Mettre en place un projet de développement du sport est nécessaire, mais surtout faire appel aux anciens pratiquants qui s'y connaissent. Il faut juste qu'on ait la volonté de vouloir collaborer et puis d'intégrer, d'impliquer les gens qui s'y connaissent, qui sont quand même des voix et des experts dans les domaines, qu'on apprenne à pouvoir nous faire confiance à nous-mêmes. Beaucoup d'efforts à faire pour le Sénégal qui peine à produire de grands athlètes. L'on se souvient encore d'Amadou Diaba, médaillé d'argent sur 400 mètres haies à Séoul en 1988, ou encore d'Ami Mbaketiam, championne du monde du 400 mètres à Edmonton en 2001 et en 2016. Que de nostalgie. Fatki Nedem, merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn et tout de suite, je m'en vais passer